Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Histoire de la littérature anglaise, volume 3 de 5. Par Hippolyte Taine. Livre 3. L'âge classique. Chapitre 1. La Restauration. 1. Les viveurs. Lorsqu'on feuillette tour à tour l'œuvre des peintres de la cour sous Charles Ier, puis sous Charles II, et qu'on quitte les nobles portraits de Van Dyck pour les figures de Lely, la chute est subite et profonde. On sortait d'un palais, on tombe dans un mauvais lieu. Au lieu de ces seigneurs fiers et calmes qui restent cavaliers en devenant hommes de cour, de ces grandes dames si simples qui semblent à la fois princesses et jeunes filles, de ce monde généreux et héroïque, élégant et orné, où resplendit encore la flamme de la Renaissance, où reluit déjà la politesse de l'âge moderne, on rencontre des courtisanes dangereuses ou provocantes, à l'air ignoble ou dur, incapables de pudeur ou de pitié. Leurs mains potelées, épanouies, ploient mignardement des doigts à fossettes, des torsades de cheveux lourds roulent sur leurs épaules charnues, les yeux noyés clignent voluptueusement, un fade sourire erre sur les lèvres sensuelles. L'une relève un flot de cheveux dénoués qui coule sur les rondeurs de sa chair rose. Celle-ci, languissante, se laisse aller, ouvrant une manche dont la molle profondeur découvre toute la blancheur de son bras. Presque toutes sont en chemise, plusieurs semblent sortir du lit, le peignoir froissé colle sur la gorge et semble défait par une nuit de débauche. La robe de dessous, toute chiffonnée, tombe sur les hanches, les pieds froissent la soie qui chatoie et luit. Toutes débraillées qu'elles sont, elles se parent insolemment l'un luxe de fille. Ceinture de diamants, dentelle bouillonnante, splendeur brutale des dorures, profusion d'étoffes brodées et bruissantes, coiffure énorme, dont les boucles et les torsades enroulées et débordantes provoquent le regard par l'échafaudage de leur magnificence effrontée. Des draperies tortillées tombent alentour en forme d'alcôve, et les yeux plongent par une échappée sur les allées d'un grand parc, dont la solitude sera commode à leur plaisir. 1. Tout cela était venu par contraste. Le puritanisme avait amené l'orgie, et les fanatiques avaient décrié la vertu. Pendant de longues années, la sombre imagination anglaise, saisie de terreurs religieuses, avait désolé la vie humaine. La conscience, à l'idée de la mort et de l'obscure éternité, s'était troublée. Des anxiétés sourdes y avaient pullulé en secret comme une végétation d'épines, et le cœur malade, tressaillant à chaque mouvement, avait fini par prendre en dégoût tous ses plaisirs et en horreur tous ses instincts. Ainsi empoisonné dans sa source, le divin sentiment de la justice s'était tourné en folie lugubre. L'homme, déclaré pervers et damné, se croyait enfermé dans un cachot de perdition et de vice où nul effort et nul hasard ne pouvaient faire entrer un rayon de lumière, à moins que la main d'en haut, par une faveur gratuite, ne vint arracher la pierre scellée de ce tombeau. Il avait mené la vie d'un condamné, bourrelée et angoisseuse, opprimé par un désespoir morne et hanté de spectres. Tel s'était cru souvent sur le point de mourir. Tel autre, à l'idée d'une croix, était traversé d'hallucinations douloureuses. Ceux-ci sentaient le frôlement du malin esprit. Tous passaient des nuits les yeux fixés sur les histoires sanglantes et les appels passionnés de l'Ancien Testament, écoutant les menaces et les tonnerres du Dieu terrible, jusqu'à renouveler en leur propre cœur la férocité des égorgeurs et l'exaltation des voyants. Sous cet effort, la raison peu à peu défaillait. À force de chercher le Seigneur, on trouvait le rêve. Après de longues heures de sécheresse, l'imagination faussée et surmenée travaillait. Des figures éblouissantes, des idées inconnues se levaient tout d'un coup dans le cerveau échauffé, l'homme était soulevé et traversé de mouvements extraordinaires. Ainsi transformé, il ne se reconnaissait plus lui-même. Il ne s'attribuait pas ces inspirations véhémentes et soudaines qui s'imposaient à lui, qui l'entraînaient hors des chemins frayés, que rien ne liait entre elles, qui le secouaient et l'illuminaient sans qu'il pût les prévoir, les arrêter ou les régler. Il y voyait l'action d'une puissance surhumaine, et s'y livrait avec l'enthousiasme du délire et la roideur de la foi. Pour comble, le fanatisme s'était changé en institution,
le sectaire avait noté tous les degrés de la transfiguration intérieure, et réduit en théorie l'envahissement du rêve. Il travaillait avec méthode, à chasser la raison pour introniser l'extase. Fox en faisait l'histoire, Bunyan en donnait les règles, le Parlement en offrait l'exemple, toutes les chaires en exaltaient la pratique. Des ouvriers, des soldats, des femmes en discouraient, y pénétraient, s'animaient par les détails de leur expérience et la publicité de leur émotion. Une nouvelle vie s'était déployée, qui avait flétri et proscrit l'ancienne. Tous les goûts temporels étaient supprimés, toutes les joies sensuelles étaient interdites, l'homme spirituel restait seul debout sur les ruines du reste, et le cœur, exclu de toutes ses issues naturelles, ne pouvait plus regarder ni respirer, que du côté de son funeste Dieu. Le puritain passait lentement dans les rues, les yeux au ciel, les traits tirés, jaunes et hagards, les cheveux ras, vêtus de brun ou de noir, sans ornement, ne s'habillant que pour se couvrir. Si quelqu'un avait les joues pleines, il passait pour tiède. Le corps entier, l'extérieur, jusqu'au ton de la voix, tout devait porter la marque de la pénitence et de la grâce. Le puritain discourait en paroles traînantes, d'un accent solennel, avec une sorte de nasillement, comme pour détruire la vivacité de la conversation et la mélodie de la voix naturelle. Ses entretiens remplis de citations bibliques, son style imité des prophètes, son nom et le nom de ses enfants, tirés de l'Écriture, témoignaient que sa pensée habitait le monde terrible des prophètes et des exterminateurs. Du dedans, la contagion avait gagné le dehors. Les alarmes de la conscience s'étaient changées en loi d'État. La rigidité personnelle était devenue une tyrannie publique. Le puritain avait proscrit le plaisir comme un ennemi, chez autrui aussi bien que chez lui-même. Le Parlement faisait fermer les maisons de jeu, les théâtres, et fouetter les acteurs à la queue d'une charrette. Les jurons étaient taxés, les arbres de mai étaient coupés, les ours, dont les combats amusaient le peuple, étaient tués, le plâtre des maçons puritains rendait décentes les nudités des statues, les belles fêtes poétiques étaient interdites. Des amendes et des punitions corporelles interdisaient même aux enfants, les jeux, les danses, les sonneries de cloches, les réjouissances, les régalades, les luttes, la chasse, tous les exercices et tous les amusements qui pouvaient profaner le dimanche. Les ornements, les tableaux, les statues des églises étaient arrachés ou déchirés. Le seul plaisir qu'on gardât et qu'on souffrit était le nasillement des psaumes, l'édification des sermons prolongés, l'excitation des controverses haineuses, la joie âpre et sombre de la victoire remportée sur le démon, et de la tyrannie exercée contre ses fauteurs. En Écosse, pays plus froid et plus dur, l'intolérance allait jusqu'aux derniers confins de la férocité et de la minutie, instituant une surveillance sur les pratiques privées et sur la dévotion intérieure de chaque membre de chaque famille, ôtant aux catholiques leurs enfants, imposant l'abjuration sous peine de prison perpétuelle ou de mort, amenant par troupeaux les sorcières au bûcher. Il semblait qu'un nuage noir se fût appesanti sur la vie humaine, noyant toute lumière, effaçant toute beauté, éteignant toute joie, traversé çà et là par des éclairs d'épée et par des lueurs de torches, sous lesquelles on voyait vaciller des figures de despotes moroses, de sectaires malades, d'opprimés silencieux. 2. Le roi rétabli, ce fut une délivrance. Comme un fleuve barré et engorgé, l'esprit public se précipita de tout son poids naturel, et de toute sa masse acquise, dans le lit qu'on lui avait fermé. L'élan emporta les digues. Le violent retour au sens noya la morale. La vertu parut puritaine. Le devoir et le fanatisme furent confondus dans un discrédit commun. Dans ce grand reflux, la dévotion, balayée avec l'honnêteté, laissa l'homme dévasté et fangeux. Les parties supérieures de sa nature disparurent. Il n'en resta que l'animal sans frein ni guide, lancé par ses convoitises à travers la justice et la pudeur. Quand on regarde ces mœurs à travers Hamilton et Saint-Évremont, on les tolère. C'est que leurs façons françaises font illusion. La débauche du français n'est qu'à demi choquante, si l'animal en lui se déchaîne, c'est sans trop d'excès.
Son fond n'est pas comme chez l'autre, rude et puissant. Vous pouvez casser la glace brillante qui le recouvre, sans rencontrer le torrent gonflé et bourbeux qui gronde sous son voisin. Le ruisseau qui en sortira n'aura que de petites échappées, rentrera de lui-même et vite dans son lit accoutumé. Le français est doux, naturellement civilisé, peu enclin à la sensualité grande ou grossière, amateur de conversation sobre, aisément prémuni contre les mœurs crapuleuses par sa finesse et son bon goût. Le chevalier de Gramont a trop d'esprit pour aimer l'orgie. C'est qu'en somme l'orgie n'est pas agréable, casser des verres, brailler, dire des ordures, s'emplir jusqu'à la nausée. Il n'y a là rien de bien tentant pour des sens un peu délicats, il est né épicurien, et non glouton ou ivrogne. Ce qu'il cherche, c'est l'amusement, non la joie déboutonnée ou le plaisir bestial. Je sais bien qu'il n'est pas sans reproche. Je ne lui confierai pas ma bourse, il oublie trop aisément la distinction du tien et du mien. Surtout je ne lui confierai pas ma femme. Il n'est pas net du côté de la délicatesse. Ses escapades au jeu et auprès des dames sentent d'un peu bien près l'aigrefin et le suborneur. Mais j'ai tort d'employer ces grands mots à son endroit, ils sont trop pesants, ils écrasent une aussi fine et aussi jolie créature. Ces lourds habits d'honneur ou de honte ne peuvent être portés que par des gens sérieux, et Gramont ne prend rien au sérieux, ni les autres, ni lui-même, ni le vice, ni la vertu. Passer le temps agréablement, voilà toute son affaire. On ne s'ennuya plus dans l'armée, dit Hamilton, dès qu'il y fut. C'est là sa gloire et son objet, il ne se pique ni ne se soucie d'autre chose. Son valet le vole, un autre eût fait pendre le coquin, mais le vol était joli, il garde son drôle. Il partait oubliant d'épouser sa fiancée, on le rattrape à Douvres. Il revient, épouse. L'histoire était plaisante, il ne demande rien de mieux. Un jour, étant sans le sou, il détrousse au jeu le comte de Caméran. Est-ce qu'après la figure qu'il a faite, Gramont peut plier bagage comme un croquant? Non pas, il a des sentiments, il soutiendra l'honneur de la France. Le badinage couvre ici la tricherie. Au fond, il n'a pas d'idée bien claire sur la propriété. Il régale Caméran avec l'argent de Caméran. Caméran eût-il mieux fait, ou autrement? Peu importe que son argent soit dans la poche de Gramont ou dans la sienne, le point important est gagné, puisqu'on s'est amusé à le prendre, et qu'on s'amuse à le dépenser. L'odieux et l'ignoble disparaissent de la vie ainsi entendue. S'il fait sa cour au prince, soyez sûr que ce n'est point à genoux. Une âme si vive ne s'affaisse point sous le respect, l'esprit le met de niveau avec les plus grands, sous prétexte d'amuser le roi, il lui dit des vérités vraies. S'il tombe à Londres au milieu des scandales, il n'y enfonce point, il y glisse sur la pointe du pied, si lestement qu'il ne garde pas debout. On n'aperçoit plus sous ces récits les angoisses et les brutalités que les événements recèlent. Le conte file prestement, éveillant un sourire, puis un autre, puis encore un autre, si bien que l'esprit tout entier est emmené, d'un mouvement agile et facile, du côté de la belle humeur. À table, Gramont ne s'empiffrera pas. Au jeu, il ne deviendra pas furieux. Devant sa maîtresse, il ne lâchera pas de gros mots. Dans les duels, il ne haïra pas son adversaire. L'esprit français est comme le vin français, il ne rend les gens ni brutaux, ni méchants, ni tristes. Telle est la source de cet agrément, les soupers ne détruisent ici ni la finesse, ni la bonté, ni le plaisir. Le libertin reste sociable, poli et prévenant, sa gaieté n'est complète que par la gaieté des autres. Il s'occupe d'eux aussi naturellement que de lui-même, et par surcroît, il reste alerte et dispos d'intelligence. Les saillies, les traits brillants, les mots heureux pétillent sur ses lèvres. Il pense à table et en compagnie, quelquefois mieux que seul ou à jeun. Vous voyez bien qu'ici le débauché n'opprime pas l'homme. Gramont dirait qu'il l'achève, et que l'esprit, le cœur, les sens ne trouvent leur perfection et leur joie que dans l'élégance et l'entrain d'un souper choisi. 3. Tout au rebours, en Angleterre. Si on gratte la morale qui sert d'enveloppe, la brute apparaît dans sa violence et sa laideur. Un de leurs hommes d'État disait que chez nous la populace lâchée se laisserait conduire par les mots d'humanité et d'honneur, mais que chez eux,
Pour l'apaiser, il faudrait lui jeter de la viande crue. L'injure, le sang, l'orgie, voilà la pâture où se rua cette populace de nobles. Tout ce qui excuse un carnaval y manque, et d'abord l'esprit. 3 ans après le retour du roi, Butler publie son Hudibras, avec quels applaudissements, les contemporains seuls peuvent le dire, et le retentissement s'en est prolongé jusqu'à nous. Si vous saviez comme l'esprit en est bas, avec quelle maladresse et dans quelle balourdise il délaye sa farce vindicative. Ça et là subsiste une image heureuse, débris de la poésie qui vient de périr, mais tout le tissu de l'œuvre semble d'un scarron, aussi ignoble que l'autre et plus méchant. Cela est imité, dit-on, de Don Quichotte. Hudibras est un chevalier puritain qui va, comme l'autre, redresser les torts et embourser des gourmades. Dites plutôt que cela ressemble à la misérable contrefaçon d'Avellaneda. Le petit ver bouffon trotte indéfiniment de son pas boiteux, clapotant dans la boue qu'il affectionne, aussi sale et aussi plat que dans l'Énéide travestie. La peinture d'Hudibras et de son cheval dure un chant presque entier. 40 vers sont dépensés à décrire sa barbe, 40 autres à décrire ses culottes. D'interminables discussions scolastiques, des disputes aussi prolongées que celles des puritains, étendent leurs landes et leurs épines sur toute une moitié du poème. Point d'action, point de naturel, partout des satires avortées, de grosses caricatures, ni art, ni mesure, ni goût. Le style puritain est transformé en un baragouin absurde, et la rancune enfielée, manquant son but par son excès même, défigure le portrait qu'elle veut tracer. Croiriez-vous qu'un tel écrivain fait le joli, qu'il veut nous égayer, qu'il prétend être agréable? La belle raillerie, que ce trait sur la barbe d'Hudibras. Ce météore chevelu dénonçait la chute des sceptres et des couronnes. Par son symbole lugubre, il figurait le déclin des gouvernements, et sa bêche hiéroglyphique disait que son tombeau et celui de l'État étaient creusés. Il est si content de cette gaieté insipide, qu'il la prolonge pendant 10 vers encore. La bêtise croît à mesure qu'on avance. Se peut-il qu'on ait trouvé plaisantes des gentillesses comme celle-ci? Son épée avait pour page une dague, qui était un peu petite pour son âge, et en conséquence l'accompagnait en la façon dont les nains suivaient les chevaliers errants. C'était un poignard de service, bon pour la corvée et pour le combat. Quand il avait crevé une poitrine ou une tête, il servait à nettoyer les souliers, ou à planter des oignons. Tout tourne au trivial. Si quelque beauté se présente, le burlesque la salit. À voir ces longs détails de cuisine, ces plaisanteries rampantes et crues, on croit avoir affaire à un amuseur des halles. Ainsi parlent les charlatans des ponts, quand ils approprient leur imagination et leur langage aux habitudes des tavernes et des taudis. L'ordure s'y trouve. En effet, la canaille rit quand le battleur fait allusion aux ignominies de la vie privée. Voilà le grotesque dont les courtisans de la Restauration ont fait leur délice. Leur rancune et leur grossièreté se sont complues au spectacle de ces marionnettes criardes. D'ici à travers 2 siècles, on entend le gros rire de cet auditoire de laquais. 4. Charles II à table faisait orgueilleusement remarquer à Gramont que ses officiers le servaient à genoux. Ils faisaient bien, c'était là leur vraie posture. Le grand chancelier Clarendon, un des hommes les plus honorés et les plus honnêtes de la cour, apprend à l'improviste, en plein conseil, que sa fille Anne est grosse des œuvres du duc d'York, et que ce duc, frère du roi, lui a promis mariage. Voici les paroles de ce tendre père, il a pris soin lui-même de nous les transmettre. Le chancelier s'emporta avec une excessive colère contre la perversité de sa fille, et dit avec toute la véhémence imaginable qu'aussitôt qu'il serait chez lui, il la mettrait à la porte comme une prostituée, lui déclarant qu'elle eût à se pourvoir comme elle pourrait, et qu'il ne la reverrait jamais. Remarquez que ce grand homme avait reçu la nouvelle chez le roi par surprise, et qu'il trouvait du premier coup ses accents généreux et paternels. Il ajouta qu'il aimerait beaucoup mieux que sa fille fût la catin du duc, que de la voir sa femme. N'est-ce pas héroïque? Mais laissons-le parler. Un cœur si noblement monarchique
peut seul se surpasser lui-même. Il était prêt à donner un avis positif, et il espérait que leur seigneurie se joindrait à lui, pour que le roi fît à l'instant envoyer la femme à la tour, où elle serait jetée dans un cachot, sous une garde si stricte, que nulle personne vivante ne put être admise auprès d'elle, qu'aussitôt après, on présenterait un acte au Parlement pour lui faire couper la tête, que non seulement il y donnerait son consentement, mais qu'il serait le premier à le proposer. Quelle vertu romaine! Et de peur de n'être pas cru, il insiste. Quiconque connaîtra le chancelier croira qu'il a dit cela de tout son cœur. Il n'est pas encore content, il répète son avis, il s'adresse au roi, avec toutes sortes de raisons concluantes pour obtenir qu'on tranche la tête à sa fille. J'aimerais mieux me soumettre à son déshonneur et le supporter en toute humilité, que le voir réparé par son mariage, penser que j'exècre si fort, que je serais bien plus content de la voir morte, avec toute l'infamie, qui est due à sa présomption. Voilà comment en cas difficile, un homme garde ses traitements et sa simarre. Sir Charles Berkeley, capitaine des gardes du duc d'York, fit mieux encore. Il jura solennellement qu'il avait couché avec la jeune fille, et se dit prêt à l'épouser, pour l'amour du duc, quoique sachant le commerce du duc avec elle. Puis un peu après, il avoua qu'il avait menti, mais en tout bien, tout honneur, afin de sauver la famille royale de cette mésalliance. Ce beau dévouement fut payé. Il eut bientôt une pension sur la cassette, et fut créé comte de Falmouth. Dès l'abord, la bassesse des corps publics avait égalé celle des particuliers. La Chambre des communes, tout à l'heure reine, encore pleine de presbytériens, de rebelles et de vainqueurs, vota que ni elle ni le peuple d'Angleterre ne pouvaient être exempts du crime horrible de rébellion et de sa juste peine, s'il ne s'appliquait formellement la grâce et le pardon accordés par Sa Majesté dans la déclaration de Breda. Puis tous ces héros allèrent encore se jeter avec contrition aux pieds sacrés de leur monarque. Dans cet affaissement universel, il semblait que personne n'avait plus de cœur. Le roi se fait le mercenaire de Louis XIV, et vend son pays pour une pension de 200 000 livres. Des ministres, des membres du Parlement, des ambassadeurs reçoivent l'argent de la France. La contagion gagna jusqu'aux patriotes, jusqu'aux plus purs, jusqu'aux martyrs. Lord Russell intrigua avec la cour de Versailles, Algernon Sidney accepta 500 guinées. Ils n'ont plus assez de goût pour garder un peu d'esprit. Ils n'ont plus assez d'esprit pour garder un peu d'honneur. Si vous regardez l'homme ainsi découronné, vous y retrouverez d'abord les instincts sanguinaires de la brute primitive. Un membre de la Chambre des communes, Sir John Coventry, avait laissé échapper une parole comprise pour un blâme des galanteries royales. Le duc de Monmouth, son ami, le fit assaillir en trahison sur l'ordre du roi, par d'honnêtes gens dévoués, qui lui fendirent le nez jusqu'à l'os. Un scélérat, Blood, avait tenté d'assassiner le duc d'Osmond et poignarder le gardien de la tour, pour voler les diamants de la couronne. Charles II, jugeant que cet homme était intéressant et distingué dans son genre, lui fit grâce, lui donna un domaine en Irlande, l'admit dans sa familiarité face à face avec le duc d'Osmond, si bien que Blood devint une sorte de héros et fut reçu dans le meilleur monde. Après de si beaux exemples, on pouvait tout oser. Le duc de Buckingham, amant de la comtesse de Shrewsbury, tue le comte en duel. La comtesse, déguisée en page, tenait le cheval de Buckingham, qu'elle embrassa tout sanglant, puis ce couple de meurtriers et d'adultères revint publiquement, et comme en triomphe, à la maison du mort. On ne s'étonne plus d'entendre le comte de Königsmarck traiter de peccadille un assassinat qu'il avait commis avec guet-apens. Je traduis un duel d'après Pépi, pour faire comprendre ses mœurs de soudard et de coupe-jarret. Sir Henry Bellas et Tom Porté, les deux plus grands amis du monde, parlaient ensemble, et Sir Henry Bellas parlait un peu plus haut que d'ordinaire, lui donnant quelque avis. Quelqu'un de la compagnie qui était là dit « Comment est-ce qu'il se querelle qu'il parle si haut ?» Sir Henry Bellas, entendant cela, dit « Non, et je veux que vous sachiez que je ne querelle jamais que je ne frappe. »
Prenez cela pour une de mes règles. Comment, dit Tom Porter, frappé. Je voudrais bien voir l'homme d'Angleterre, qui oserait me donner un coup. Là-dessus, Sir Henry Bellas lui donna un soufflet sur l'oreille, et ils allèrent pour se battre. Tom Porter apprit que la voiture de Sir Henry Bellas arrivait. Alors il sortit du café où il attendait les nouvelles, arrêta la voiture, et dit à Sir Henry Bellas de sortir. Bien, dit Sir Henry Bellas, mais vous ne m'attaquerez pas pendant que je descendrai, n'est-ce pas? Non, dit Tom Porter. Il descendit, et tous deux dégainèrent. Ils furent blessés tous deux, et Sir Henry Bellas si fort, qu'il mourut 10 jours après. Ce n'étaient pas ces bulldogs, qui pouvaient avoir pitié de leurs ennemis. La Restauration s'ouvrit par une boucherie. Les lords conduisirent le procès des républicains, avec une impudence de cruauté, et une franchise de rancune extraordinaire. Un shérif se colta sur l'échafaud avec Sir Henry Van, fouillant dans ses poches, lui arrachant un papier qu'il essayait de lire. Pendant le procès du major-général Harrison, le bourreau fut placé à côté de lui, en habit sinistre, une corde à la main. On voulait lui donner tout au long l'avant-goût de la mort. Il fut détaché vivant de la potence, éventré. Il vit ses entrailles jetées dans le feu, puis il fut coupé en quartiers, et son cœur encore palpitant fut arraché, et montré au peuple. Les cavaliers par plaisir venaient là. Tel renchérissaient. Le colonel Turner, voyant qu'on coupait en quartiers le légiste John Cock, dit aux gens du shérif d'amener plus près Hugh Peters, autre condamné. L'exécuteur approcha, et frottant ses mains rouges, demanda au malheureux si la besogne était de son goût. Les corps pourris de Cromwell, d'Ayrton, de Bradshaw furent déterrés le soir, et les têtes plantées sur des perches au haut de Westminster Hall. Les dames allaient voir ces ignominies, le beau Evelyn y applaudissait, les courtisans en faisaient des chansons. Ils étaient tombés si bas, qu'ils n'avaient plus même le dégoût physique. Les yeux et l'odorat n'aidaient plus l'humanité de leur répugnance, les sens étaient aussi amortis que le cœur. 5. Au sortir de ce sang, il courait à la débauche. Il faut lire la vie du comte de Rochester, homme de cour et poète, qui fut le héros du temps. Ce sont les mœurs d'un saltimbanque effréné et triste. Hanter les tripots, suborner les femmes, écrire des chansons sales et des pamphlets orduriers, voilà ses plaisirs, des commérages parmi les filles d'honneur, des tracasseries avec les écrivains, des injures reçues, des coups de bâton donnés, voilà ses occupations. Pour faire le galant, avant d'épouser sa femme, il l'enlève. Pour étaler du scepticisme, il finit par refuser un duel, et gagner le nom de lâche. 5 ans durant, dit-on, il resta ivre. La fougue intérieure, manquant d'une issue noble, le roulait dans des aventures d'arlequin. Une fois, avec le duc de Buckingham, il loua sur la route de Newmarket une auberge, se fit aubergiste, régalant les maris et débauchant les femmes. Il s'introduit déguisé en vieille chez un bonhomme avare, lui prend sa femme, qu'il passe à Buckingham. Le mari se pend, il trouve l'affaire plaisante. Une autre fois il s'habille en porteur de chaise, puis en mendiant, et court les amourettes de la canaille. Il finit par se faire charlatan, astrologue, et vend dans les faubourgs des drogues pour faire avorter. C'est le dévergondage d'une imagination véhémente, qui se salit comme une autre se pare, qui se pousse en avant dans l'ordure et dans la folie, comme une autre dans la raison et dans la beauté. Qu'est-ce que l'amour pouvait devenir dans des mains pareilles? On ne peut pas copier même les titres de ses poèmes. Il n'a écrit que pour les mauvais lieux. Stendhal disait que l'amour ressemble à une branche sèche jetée au fond d'une mine. Les cristaux la couvrent, se ramifient en dentelure, et finissent par transformer le bois vulgaire en une aigrette étincelante de diamants purs. Rochester commence par lui arracher toute sa parure. Pour être plus sûr de le saisir, il le réduit à un bâton. Tous les fins sentiments, tous les rêves, cet enchantement, cette sereine et sublime lumière qui transfigure en un instant notre misérable monde, cette illusion qui, rassemblant toutes les forces de notre être, nous montre la perfection dans une créature bornée,
et le bonheur éternel dans une émotion qui va finir. Tout disparaît. Il ne reste chez lui qu'un appétit rassasié et des sens éteints. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.